Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1012 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 5 juin 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sigma lance 2 nouvelles gammes d'objectifs cinéma. Ricoh lance une Theta pour les professionnels et Baptiste Soto nous propose le coup de cœur Fox. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sigma vient d'annoncer beaucoup de nouvelles optiques à destination des vidéastes et des cinéastes. On commence par la déclinaison de 12 zooms autofocus art, les 28-45 mm f1.8 et 28-105 mm f2.8 en version Ciné AF, qui sont donc des 28-45 T2 et 28-105 mm T3 et qui seront déclinés en monture L et Sony E. Ces objectifs reprennent les principales caractéristiques des modèles photo, mais intègrent des roues de réglage crantées pour s'adapter à des solutions de déport de commande et de motorisation. Un système de diaphragme continu et une course de mise au point manuelle ont été installés. Le Sigma AF 28-45 mm T2 est prévu pour le mois de novembre et le Ciné AF 28-105 mm T3 pour le printemps 2026. Parallèlement à ces annonces, Sigma dévoile aussi une nouvelle série de focales fixes ultra lumineuses en gamme Aizu Prime Line qui seront déclinées en monture PL et E-mount. Ces optiques à mise au point manuelle disposent d'une transmission ultra lumineuse T1.3. La gamme inclut un 25, un 27, un 32, un 35, un 40, un 50, un 65, un 75, un 100 mm et un 125 mm. Les premiers modèles de ces nouveaux objectifs, du 25 au 75 mm, seront disponibles dès le mois d'août. Après l'annonce de l'arrivée imminente du GR4 la semaine dernière, Ricoh annonce cette semaine une nouvelle caméra 360 degrés à destination des professionnels, la Theta A1. Cette nouvelle caméra s'adresse en particulier aux professionnels de terrain, dans par exemple le domaine de la construction, de l'industrie ou de l'immobilier. Elle est extrêmement protégée, avec un boîtier robuste, étanche, résistant à la poussière et aux températures extrêmes. Elle exploite également une batterie longue durée de près de 1500 mAh. Au-delà de ces caractéristiques spécifiques, la Theta 1 reprend l'architecture Theta Twin et la compatibilité avec l'application Ricoh 360. On retrouve donc une double optique ultra grand angle composée de 7 lentilles, avec une ouverture de f2.4 associée à 2 capteurs 1/2 pouce de 48 millions de pixels, capables de monter à 3200 ISO. La Theta 1 peut produire des séquences vidéo jusqu'au 8K 10p 120 Mbps par seconde. Elle intègre une mémoire interne de près de 27 Go et est connectée en Bluetooth ou Wi-Fi. Elle est ultra compacte et légère avec 14 cm de haut, 3 cm d'épaisseur et un poids de 225 grammes. La Ricoh 360 Theta A1 sera disponible en précommande dès le mois de juin. Et pour terminer, on vous propose cette semaine le coup de cœur Fox et on écoute Baptiste Soto nous parler Instax et plus précisément du modèle Mini 41. C'est assez inhabituel de venir vous parler d'un produit instantané, puisque d'habitude on vous parle de produits très techniques et technologiques. Mais en fait, grâce à Fujifilm, on a eu depuis le début de l'année plusieurs très bonnes nouvelles dans l'instantané et la très bonne surprise qui a été l'Instax Mini 41. Alors au début, on était un petit peu circonspect avec un look un peu spécifique et en fait, ça a été un raz-de-marée, ça a été un énorme succès, puisque c'est un produit qui est une évolution de l'Instax Mini 12. Côté technique, une chose qu'ils ont fait qui est important, parce que sur la photo instantanée, on sait que le plus important, c'est le partage, c'est le là tout de suite. Par contre, qualitativement, on est très très loin de ce que font les appareils numériques. Et ils ont mis une nouvelle cellule de mesure de la lumière pour avoir une exposition un peu plus juste, que ce soit avec ou sans flash. Donc ça, c'est bien vu, ça évite les photos brûlées, les photos trop noircies, c'est une très bonne chose. Ils ont intégré aussi une correction de parallaxe, comme sur le Mini 12, ce qui permet d'éviter les distorsions qu'on peut avoir, notamment quand on fait des gros plans où on se retrouve avec un énorme ou avec des types d'effets qui sont indésirables. La mise au point Mini est toujours de 30 cm, ça ce qui est bien, parce que sur la bague, ils ont intégré directement un mode gros plan, ce qui permet de basculer sur cette mise au point minimum de 30 cm pour faire des portraits, pour faire des photos un petit peu proches qui soient plus sympas. Ça, c'est sur le plan technique, mais avant tout, c'est une grosse révolution sur le plan design.
Et avec le Mini 41, on a un produit qui a un look beaucoup plus classique, avec une partie noire sur la base du corps, un revêtement métal sur le haut qui est à mi-chemin entre le silver et l'anthracite, donc un coloris assez sympa. Ça lui donne un vrai cachet. On a l'impression d'avoir un véritable appareil photo dans les mains. Et, chose très sympa, ils ont gardé le form factor de l'Inspax Mini 12, c'est-à-dire un format qui est plus vertical qu'horizontal, donc ce qui est logique puisque c'est au format de l'image. Et ça, c'est agréable parce que spontanément, quand on se rapproche de l'objectif, quand on a l'appareil dans les mains, eh ben, on a le bon format d'image. Le format de l'appareil correspond au format de l'image. Donc ça, c'est sympa. Et après, ce qui est aussi très bien vu de la part de Fujifilm, on s'attendait à un produit un peu, enfin, clairement plus cher. En fait, l'écart est pas très important puisqu'il y a que 20 € de plus, ce qui par rapport à l'Instax représente le prix d'un bipack, d'un pack de 20 films. Donc, c'est pas énorme. Donc, pour pas beaucoup de plus, on a un produit qui fait plus sérieux, qui est plus classe, plus adulte. Et ça, c'est une véritable évolution et ça permet à l'Instax de toucher des nouvelles cibles et à plaire à tout le monde. Enfin. Bon, voilà pour l'actualité cette semaine. Sigma en très grande forme, Benjamin, et puis un alignement des planètes sur le thème de l'émission qui est pour le moins assez déconcertant. Oui, enfin là, je vais surtout me tourner vers notre spécialiste, en l'occurrence Charles, peut-être pour avoir son avis sur ses sorties cinéma. Ce qu'on sait que Sigma a une très belle gamme ciné. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu de modèle, donc je voulais savoir ce que lui, en tant que vendeur et spécialiste, pensait de ces nouvelles sorties. Alors, on attendait depuis un petit moment Sigma sur le domaine des optiques ciné, parce que leurs optiques dataient un petit peu. Ils Ouais. avaient besoin un peu de se réapproprier ce champ-là, avec sûrement des optiques plus compactes, plus légères et adaptées au monde d'aujourd'hui dans leur utilisation. Et puis, il faut intégrer aussi les nouvelles technologies. Alors, par rapport à leur zoom, est-ce qu'ils intègrent le focus bracing ou autre, à voir, à tester? En tout cas, ce qui est intéressant sur cette nouvelle gamme, c'est que finalement, ce n'est pas une adaptation d'optique photo, comme ils ont pu le faire par le passé, parce que toutes ces focales fixes, avec une ouverture de T1.3 qui doit donc plus ou moins correspondre à du f1.2, n'existent pas en gamme Art ou Contemporary. Leur arrivée sur des modèles motorisés avec autofocus, alors pas motorisés, motorisables, mais surtout avec autofocus. Ça, c'est une vraie demande sur le marché. C'est une demande dans certains cas et une grosse attente, notamment le 2805. On l'a déjà testé aujourd'hui en version photo, voir ce que ça va donner dans leur version ciné. Beaucoup d'intérêt, sûrement. Julien, toi, comment tu perçois ça? Moi, l'autofocus, en fait, on avait parlé lors du l'avant-dernier salon de photo, où j'avais été invité à une sorte de table ronde de Sigma avec des ingénieurs japonais et on avait parlé de ça, de mettre un autofocus sur des optiques ciné, savoir ce que nous, on en pensait en tant que professionnels. Personnellement, moi, je trouve que c'est pas quelque chose d'obligatoire, pas du tout. Par contre, si, f pour moi, il faut considérer ça comme une option supplémentaire. Un truc en plus que fait l'optique. En effet, c'est assez révolutionnaire parce qu'en effet, de la F sur des optiques ciné, c'est quand même, assez costaud à faire. Mais pour moi, c'est pas primordial. C'est un vrai plus, mais pour moi, c'est pas primordial sur des optiques ciné. Mais c'est une prouesse de le faire et oui, ça peut changer pas mal de projets, qui ont besoin de l'autofocus, ce qui est pas la plupart non plus des projets, en tout cas personnellement. On a longtemps entendu les vidéastes estimer que la mise au point manuelle pour eux n'était pas forcément un problème parce que ils vont mettre du gaffeur au sol, ils vont faire des prémesures, etc. Tout va être un petit peu anticipé selon les productions. Mais quand on voit quand même les progrès opérés en matière d'AF sur tous les hybrides, on se dit qu'aujourd'hui, la F, c'est une aubaine, non? Enfin, ça te fait pas changer d'avis, toi? C'est une aubaine pour un certain type de tournage et encore aujourd'hui, je sais pas, je pense qu'on va en parler, mais aujourd'hui, on a des follow focus, qui sont, manuels ou non. On en parlera sans doute un peu plus tard, mais si, ça peut changer des productions. Moi, j'espère que ça va trouver son public. Moi, je t'avoue que je suis un peu de l'ancienne école et que le focus manuel, apporte tellement plus de choses que l'autofocus. Ça aussi, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais
Mais c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. À voir à qui ça va s'adresser. Et je pense que ça ne sera pas pour tous les tournages. Mais oui, c'est un plus, ouais. Si je puis me permettre, les marques aussi ont intégré dans leur boîtier beaucoup de spécifications de réglage. Et ça demande beaucoup de technique, à savoir comment régler son autofocus en fonction de son utilisation derrière. Donc, C'est vrai, c'est tout à fait vrai. et ça nécessite presque un travail en amont de son tournage, de bien régler techniquement son boîtier pour que l'autofocus fonctionne correctement. Exactement. Régler la sensibilité de la F. C'est ça. Exactement. Et Panasonic, d'ailleurs, étaient les premiers à faire ça. Transition, ouais. Le Avec mieux, c'est le- d'avoir des pré-réglages suivant le type de tournage qu'on fait. Et ça, c'est des Exact. choses que les gens prennent peut-être pas forcément l'habitude de faire en amont. Et c'est vrai que je me souviens encore des discours au début dans la vidéo où les gens disaient je travaille à l'ancienne, pas d'autofocus. Sony a sorti le Eyes Detection. Un an après, tout le monde voulait de l'autofocus, quoi. Ah oui, parce que ça marche super bien. Et au début, quand c'est sorti, non, j'utiliserai pas, quoi. En fait, moi, je sais que j'ai été un peu forcé de bosser en manuel parce qu'en effet, mes premiers boîtiers, la F était naze, quoi, clairement. Et des fois, ça pouvait être une question de réglage aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent un boîtier, ils pensent que tout est clé en main et que c'est plug and play, on arrive, on filme et tout ça. Et il y a des gens qui disent: «Ah bah, la F est pas géniale», tout ça. En fait, comme c'était dit juste avant, il y a une question de réglage d'AF et c'est très bien. Par contre, là où moi j'ai un point de vue un peu différent, c'est que l'AF c'est très bien. Aujourd'hui, j'ai eu un A7 IV pendant quelques mois, puis j'étais très content de l'AF. Là, je filme au S5 2X, je suis aussi très content de l'AF. L'AF peut être aussi performant qu'on le veut. Pour moi, Pour moi, il peut pas penser à ma place en fait. Il peut pas penser ce que je veux vraiment qu'il soit net ou pas, surtout que avec des faibles profondeurs de champ, savoir que le focus va se déplacer d'un endroit du plan à un autre endroit du plan, pour moi, l'AF, il ne peut pas remplacer ça. L'AF, il fait beaucoup de choses, c'est très bien, mais pour moi, il remplace pas un focus manuel. Mais encore une fois, c'est quelque chose, je pense, qui est très personnel et qui dépend beaucoup de l'utilisation du pratiquant, quoi. Bon, de toute façon, on va avoir l'occasion de revenir sur tous ces sujets-là au cours de notre discussion tout à l'heure. Benjamin, tu voulais dire un mot sur la sortie du prochain album Reporters sans frontières. Oui, c'est même un teasing, on va dire, pour l'émission de la semaine prochaine qui sera consacrée à la street photo, puisque le nouvel album de Reporters sans frontières, le numéro 79, est consacré à Viviane Mayer, la nounou photographe, dont l'œuvre a été découverte sur le tard. Il y a un portfolio qui rassemble une centaine d'images et qui nous amène à Chicago, New York, enfin, les endroits où elle a principalement vécu. Donc tous ceux qui veulent découvrir son œuvre pourront le faire à travers de cet album qui est disponible à la vente dès aujourd'hui, jour de diffusion de l'émission, au prix de 12,50 €. Et on rappelle que toutes les recettes de cette collection sont reversées à l'organisation pour défendre la liberté de la presse à travers le monde. Parfait. Bon, écoutez, on va clore le Flash Actu sur ces mots cette semaine.